Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 36-14 Ravel, APB, Parcoursup, ça fait plus de 30 ans que des algorithmes contribuent à répartir les bacheliers dans l'enseignement supérieur. Un coup d'état numérique à bas bruit accuse Johan Ferber dans un livre qui vient de paraître au Seuil. Il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire aujourd'hui, c'est en effet le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, traité qui scelle l'amitié de la France et de l'Allemagne. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va jouer avec l'appli qui buzz dans les salles des profs du monde entier, ChatGPT. Et puis rendez-vous enfin, comme tous les vendredis, avec Célie Luton. On va pousser la porte de la librairie avec des conseils lecture toujours avisés pour les enfants et les ados. Ambiance Nouvel An chinois aujourd'hui. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Si ma voix ne s'éteint pas d'ici la fin de l'émission, ça va être formidable. Parce qu'Emma est amoureuse des chiens, mais moi j'ai une sorte de chat dans la gorge, je vous prie de m'en excuser par avance. Parlez-vous le Parcoursup, c'est le titre du libelle qui vient de sortir au Seuil sous la plume de Johan Ferber, plume trempée au vitriol, vous allez le voir. Johan Ferber, bonjour. Bonjour. Je vais vous remémorer des trucs. Ravel, c'est l'arnaque, on veut tous une place en fac. Ah, oui, vous vous souvenez de ça? Il y en avait une autre, je vous la fais. Ravel, c'est le bordel, Ravel, c'est le bordel. On est là en 1990, j'ai trouvé ces slogans sur des images exhumées par le média Brut. On y voit des milliers de bacheliers scander ces phrases devant des universités. Ils se pressent aux grilles des facs pour obtenir une place qui est censée leur avoir été attribuée par l'algorithme du service Minitel 3614 Ravel. Depuis, il a été remplacé par APB, puis en 2018 par Parcoursup. Donc ça fait quand même longtemps qu'on oriente avec des algorithmes. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et qu'est-ce qui suscite une telle colère chez vous? Déjà, merci de me recevoir. Alors, effectivement, vous avez parfaitement raison de rappeler que le problème qu'ouvre Parcoursup, c'est-à-dire celui de l'algorithme, n'est pas un problème récent, c'est un problème qui, effectivement, remonte autour des années 90. Ici, vous mentionniez les manifestations qui avaient lieu en 1990, auxquelles, en fait, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque avait apporté une réponse, Lionel Jospin. Et il l'avait apporté parce que, effectivement, il y avait un point central sur lequel on va, je pense, longuement parler ici, c'est le problème, en fait, du nombre de places à l'université. Il avait répondu avec ce qui s'appelait Université 2000 à l'époque, qui était un grand plan de construction de nouvelles universités. Il disait, ben voilà, s'il n'y a pas assez de places, pression démographique, augmentation du nombre de bacheliers, il faut ouvrir des places. Voilà, c'est ce qu'on appelait la première explosion scolaire. Et cette première explosion scolaire, elle a donné lieu en fait à la création de 8 universités, 24 IUT, bref, un véritable plan ambitieux pour l'enseignement supérieur. Alors, quand on parle des algorithmes, et vous aviez raison de le souligner, les algorithmes, en fait, c'est un peu le grand méchant loup. C'est-à-dire que c'est finalement le pansement sur la jambe de bois, c'est-à-dire c'est quand finalement on n'arrive pas à créer des places. Et c'est ce qui s'est passé avec APB, parce que Parcoursup a remplacé APB, parce que APB devenait un problème. Et ça devenait un problème, pourquoi? Parce qu'il y avait un problème d'opacité de l'algorithme, qu'on retrouvera avec Parcoursup, mais aussi un problème majeur qui était celui, pour 16 000 étudiants chaque année, du tirage au sort. Et donc en 2018... Parce qu'ils allaient notamment en médecine, en STAPS, c'est-à-dire en sport, voilà. Bref, dans des filières où vraiment on peut pousser les murs voilà. d'un certain point. Et voilà, donc la seule façon qu'on avait trouvée à l'époque, c'est de dire bon, on va les tirer au sort. Voilà, on va les tirer au sort, ce qui est une situation absolument inadmissible. Et donc en réaction à cette situation inadmissible, est né Parcoursup en janvier 2018, mais Parcoursup, loin de régler ces problèmes, en fait, a participé à les accentuer. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été, c'est ce que j'appelle dans le livre, une sorte de coup d'état numérique, c'est-à-dire, c'est une manière, en fait, pour le gouvernement d'alors, c'est-à-dire le gouvernement mis en place par Emmanuel Macron, le ministre d'alors, c'était Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'était Frédérique Vidal, et effectivement, là, au lieu de créer des places, au lieu d'avoir une politique ambitieuse pour le supérieur, il y a eu effectivement la mise en place de cet algorithme qui impose un tri sélectif, un tri social. Et ce tri social, effectivement, il ne répond pas à la question, la création de places. Vous dites une sélection qui ne dit pas son nom, pourtant à la fin, quasiment tout le monde a une place. Alors quasiment tout le monde non, puisqu'il y a quand même 130 000 personnes qui chaque année, à la fin de toutes les différentes sessions, c'est-à-dire jusqu'à la fin ou début septembre, sont ce qu'on appelle les recalés de Parcoursup. Et quelles places ont-ils? C'est-à-dire que pour beaucoup, ils ont pris des places par dépit, ces places par dépit parce qu'ils n'ont pas envie de faire une année blanche, ils n'ont pas envie de faire une année qu'ils passent à l'étranger, ils ont envie rapidement... Donc orientation par défaut. Orientation par défaut, exactement, une orientation par défaut. Avec un côté très pervers parce que malgré tout, j'ai coché la case à un moment ou à un autre. Bien sûr. Et on finit par me la proposer. Bien sûr, et finalement, c'est de ma faute, ce qui permet au gouvernement de dire que ce sont les choix des jeunes qui ont été honorés.
Bien sûr, et d'où Pierre Mathiot, le conseiller, on peut dire... Inspirateur de la réforme du bac. L'inspirateur de la réforme du bac, l'éminence grise de Parcoursup, de sortir, à chaque fois qu'on lui fait un reproche très justifié sur Parcoursup, de dire que 80% des étudiants sont satisfaits. Et ils sont satisfaits d'avoir un vœu satisfait. Mais après, on le sait très bien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il n'y a pas que lui qui le dit, il y en a d'autres. Oui. Y compris dans l'ancien entourage de Frédérique Vidal. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir résumer tous les mots dont vous accablez Parcoursup. Je voudrais qu'on revienne. Ouais, ça va être dur. Je voudrais quand même en prendre un. Pour être très clair, Parcoursup ne trie pas. Le vrai tri, il est fait par les établissements. C'est-à-dire que quand on rentre ses vœux dans la machine. Ensuite, ces vœux sont transmis dossier par dossier aux établissements de destination, les lycées, les universités, etc. Ce sont eux qui disent oui ou non, quand même. Et ensuite, la machine, elle va apparier les demandes et l'offre. Oui, effectivement. Je crois qu'il faut être très prudent lorsqu'on parle d'algorithme à propos de Parcoursup. Voilà. Parce que l'algorithme, je dirais qu'il y en a deux. Il y a un algorithme national, et cet algorithme national, les défenseurs de Parcoursup ont absolument raison, on peut y accéder en quelques clics sur le site. Ça marche plutôt bien, et c'est ce qu'on appelle un algorithme d'appariement, c'est-à-dire qu'il organise la rencontre entre une offre et une demande. Voilà, exactement. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a absolument aucune raison de s'effrayer, puisqu'il faut effectivement... Il faut bien que ça s'organise un moment. Il faut bien que ça s'organise un moment, il faut bien que les vœux puissent, comme on dit, matcher avec les formations. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas ce qu'il y a lieu de critiquer. Le problème, il est différent. Le problème, effectivement, il est beaucoup plus local. Il est ce que vous souleviez et que d'ailleurs la Cour des comptes soulève, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait les deux problèmes, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, il y a une opacité? Parce que est pris en compte le lycée d'origine, la réputation du lycée d'origine. Et puis là, sans qu'on vous dise du tout comment c'est fait. Voilà. Allez, je ne vais pas vous laisser critiquer Parcoursup tout seul. Je vais vous citer la sociologue Marie-Paul Couteau, dans un article récent du Monde. Je la cite donc: les candidats sont de fait inégaux face à l'exercice, car ils reposent sur des règles pas toujours explicites et des normes auxquelles ils sont inégalement formés. Et de l'analyse qu'elle a faite des candidatures ressort un déséquilibre clair, écrit Le Monde. Parmi les lycéens qui arrivent à répondre à l'ensemble des injonctions, les bacheliers généraux non boursiers sont surreprésentés. Instrument social. On en parle, si vous voulez, juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche consacré aujourd'hui au 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Il a été signé donc en 1963. Traité qui scelle l'amitié franco-allemande. Tout à fait. Texte signé par le chancelier allemand de l'époque, Konrad Adenauer, et le président français Charles de Gaulle. Alors pourquoi un traité d'amitié franco-allemande? À ce moment-là, plusieurs raisons. Déjà, cela acte la réconciliation de la France avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous sommes en pleine guerre froide, donc deux blocs, celui des États-Unis et puis l'URSS. Et au milieu, il y a l'Europe. Et ce que Charles de Gaulle ne veut pas, c'est une Europe sous commandement américain. Donc en signant ce traité avec l'Allemagne, il veut construire un bloc indépendant. Et enfin, ce traité acte l'importance du couple franco-allemand dans la construction européenne, ce qui est encore le cas aujourd'hui, 60 ans plus tard. Quelles sont les modalités de cet accord? Alors en fait, il s'agit de coopérer dans plusieurs domaines, en particulier la défense, les affaires étrangères, ainsi que l'éducation et la jeunesse. Les deux chefs de l'État français et allemand se rencontrent plusieurs fois dans l'année. C'est le cas également des ministres des Affaires étrangères. Les deux États doivent aussi se consulter sur les questions de politique étrangère afin d'arriver à des positions communes. Vous les avez cités, mais parmi les axes de coopération les plus importants, il y a l'éducation et la jeunesse. Oui, d'ailleurs l'OFAGE qui va se créer, non, à ce moment-là? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs grâce à toutes les mesures prises pour l'éducation et la jeunesse que ce traité de l'Élysée a été un succès et reste un succès encore aujourd'hui, parce que finalement ce sont les sociétés civiles qui l'ont fait vivre et les deux peuples se sont vraiment rapprochés. Le traité a par exemple permis aux deux pays de favoriser l'apprentissage de l'allemand et du français. Vous l'avez dit, un organisme franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE, est créé pour promouvoir les échanges entre les deux pays. Aujourd'hui, cet organisme soutient plus de 9000 programmes d'échange pour les jeunes. En 1972, on crée le bac franco-allemand. En 1994, l'Abibac, c'est-à-dire le fait mariage, c'est un le bac français et le bac allemand. Qu'on appelle l'Abitur. Tout à fait. 2019, Angela Merkel, Emmanuel Macron signent un nouveau traité, cette fois Aix-la-Chapelle. Le traité d'Aix-la-Chapelle, oui, qui renforce le traité de l'Élysée. La nouveauté majeure, c'est la création d'une assemblée parlementaire commune aux deux pays. Elle se réunit au moins 2 fois par an. Mais il s'agit surtout pour les deux pays de s'allier encore plus à l'international, notamment à l'ONU. La France et l'Allemagne se sont engagées à coordonner au maximum leurs positions. Et la France a également promis d'œuvrer pour que l'Allemagne puisse devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.
Depuis 2003, un conseil des Miss franco-allemands avait également été mis en place. Oui, et qui se réunit tous les ans. Et en 2022, il devait avoir lieu le 26 octobre, mais il a été reporté en raison de tensions entre la France et l'Allemagne, qui venaient de voter un plan de 200 milliards d'euros d'aide aux ménages contre l'inflation. La France n'était pas d'accord avec cette mesure qu'elle jugeait incohérente avec la rigueur budgétaire que l'Allemagne défendait à l'étranger. La réunion a donc été déplacée. Et bien aujourd'hui, c'est la symbolique, date symbolique du 60e anniversaire. Alors, on va parler de l'approvisionnement énergétique et également de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. Et on ne parle plus de la France-Allemagne. Ça a été un mythe à un moment donné. Vous pouvez regarder à la série Baron Noir si ça vous amuse. Il joue un petit peu avec cette hypothèse. On se retrouve pour la récré ? Bien sûr. Grand oral, Johan Ferber. Johan Ferber l'a dit clairement dans la première partie de l'émission, les bacheliers, ils ne sont pas orientés par un algorithme en tant que tel. Mais eux, ils sont quand même persuadés du contraire. Je vous cite encore Le Monde qui vient de consacrer un gros dossier à ce sujet. Article de Séverin Gravelot. Il cite des jeunes. Le problème, c'est l'opacité des algorithmes pour départager les candidats. C'est Mariam qui parle. Il y a une maman, Laure, qui dit « Je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'un algorithme décide de l'avenir de ma fille. » Alix, reste à savoir si l'algorithme prendra ça en compte. Donc, de toute façon, même si c'est pas tout à fait vrai, c'est perçu, c'est vécu comme ça. Les jeunes, et vous êtes professeur dans un lycée à Blanc-Ménil, le lycée Mozart, excellent lycée d'ailleurs, et ils ont cette impression-là, qu'ils vont être soumis à l'arbitraire. Oui, le problème en fait de tout concentrer sur l'algorithme, c'est en fait le problème de l'opacité, c'est le manque de transparence. Et le comité d'éthique et scientifique de Parcoursup, qui chaque année au mois de février délivre un rapport, insiste à chaque fois dessus sur le manque de transparence. Sur les 17 préconisations qu'il fournit l'année dernière, en 2022, pas moins d'un tiers était consacré à l'élucidation de cette opacité, parce que en fait on parle de l'algorithme, mais l'algorithme, qu'est-ce qu'il pose comme problème ? Il pose un problème de discrimination, c'est-à-dire que vous avez des élèves qui sont parfois excellents, des élèves mais qui sont dans des lycées de banlieue et qui, en fait, jusqu'à la dernière minute, n'ont pas d'affectation. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il explique ? Il y a quand même une part d'inconnu, une part d'incompréhensible que, précisément, incarne cet algorithme qui est... Que les élèves ne comprennent pas. Que les élèves ne comprennent pas. On peut constater des choses en revanche, et alors notamment, puisqu'on est en Île-de-France, sur les universités franciliennes, concentration des bacheliers très bien dans les universités parisiennes et les universités, notamment celles qui sont nées du plan Université 2000 que vous citiez tout à l'heure, qui maintenant ont un mal fou à tirer des mentions bien et très bien en recrutement de proximité. Et donc il y a une polarisation qui n'existait pas, ou du moins pas à ce point-là, auparavant. Oui, effectivement, il y a, ce qu'on peut dire, c'est terrible ce que je vais dire, mais il y a des universités de relégation. C'est-à-dire ces universités de relégation, c'est par exemple Créteil, pour ne pas la nommer. Cette université, en fait, n'a pas eu, en L1 l'année dernière... En licence, en première année. En première année, n'a pas eu une seule mention très bien qui est venue candidater. Parce que pourquoi ? Tout simplement, les mentions très bien sont parties à Paris, comme vous me le rappeliez à l'instant. Et les établissements, alors, exercice de transparence cette année sur Parcoursup, moi je suis allé regarder un petit peu comment les universités expliquaient leur choix par rapport au lycée d'origine, notamment, parce que c'est la grande question que se posent les lycéens. Alors Paris, comme lors des sessions précédentes, des écarts de notation sont manifestes entre les établissements et compliquent l'appréciation des dossiers, comme ces choses-là sont pudiquement dites. Et Assas, Paris 2, donc je prends deux universités très demandées en droit, l'importance d'avoir obtenu d'excellents résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat lorsqu'elles sont organisées sera particulièrement prise en compte. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles sont d'un caractère objectif et fiable. Donc finalement, le problème est entier. C'est-à-dire que c'est une transparence qui dit qu'il y a un problème. C'est une transparence qui dit qu'il y a un problème, et puis c'est une transparence qui quand même admet que le meilleur moyen pour l'instant de faire ses études, c'était d'obtenir le bac. C'est-à-dire, ce qu'elle déplore, ce que vous venez de lire, c'est l'absence finalement de valeur du baccalauréat. De valeur baccalauréat et de valeur nationale. Et c'est là où cette réforme s'articule avec une autre, qui est celle du lycée. Vous écrivez que le stress est désormais l'acteur social principal de la vie au lycée. Ça, vous le constatez vraiment comme prof ? Ah oui, ça je le vois, parce que moi j'enseigne depuis 1998 maintenant, et je constate qu'effectivement, il y a une détérioration psychologique des élèves qui est très très forte. Il y a toujours deux groupes d'élèves, pour le dire rapidement. Il y a les élèves pas très bons, et les élèves pas très bons, ils s'inquiètent jamais vraiment de leur scolarité. Donc pour eux, c'est toujours la belle vie. Donc ça, Parcoursup n'a pas changé grand-chose. En revanche, pour les excellents élèves, il y a un stress, il y a véritablement une inquiétude, et cette angoisse-là, c'est quelque chose de perceptible, parce qu'il y a une très grande différence. Avant, vous travaillez, eh bien vous aviez le bac, vous étiez sûr d'avoir le bac. Là, vous travaillez, et vous n'êtes pas sûr, comme disaient les élèves, d'avoir un bon Parcoursup. Et donc, parce que le bac n'est plus un sujet,
Ils l'auront tous. Alors, je ne sais pas s'ils l'auront tous, mais en quasiment. tout cas... Non, je parle de la deuxième catégorie des élèves. Oui, très bon. Voilà, exactement. Le sujet n'est pas est-ce que j'aurai le bac. Le sujet, c'est est-ce que j'aurai un bon bulletin, en fait. Alors, avec le parcours, avec le ils ont de bons continu. bulletins. C'est plus pervers que ça. Ouais. Ils ont de bons bulletins, et même parfois avec de bons bulletins, ils n'ont pas les vœux qu'ils ont demandés. Et donc, finalement, c'est vécu de manière tout à fait juste, comme une injustice très violente, comme une ségrégation, comme finalement un apprentissage de la maltraitance à laquelle ils vont se confronter tout au long de leur existence. Parcoursup, c'est une manière d'outil managérial qui doit pré-professionnaliser, et une pré-professionnalisation par la négation et par, je dirais, la dégradation de l'image de soi. Alors là, on est au cœur aussi de votre propos, qui est un propos très politique. Vous vous dites tout ça, c'est l'œuvre du néolibéralisme. Oui. C'est une certaine mentalité portée par le gouvernement ou les gouvernements successifs de Macron, mais pas seulement. Non, pas seulement. Et qui veut, au fond, préparer des bons petits soldats du capitalisme. Oui. Je caricature à peine. Je me permets parce que vous-même vous y allez généreusement. Non, mais je pense que c'est plus insidieux que ça. Je pense que c'est même pas de faire des bons petits soldats. Je pense que c'est pour produire de la fatalité de classe et du découragement. Je crois qu'il y a un facteur psychologique qui est mis en place par ce système, qui est celui de la résignation. C'est ça. J'accepte ma situation. C'est fait pour ça. Voilà, exactement. Johan Ferber, enseignant au lycée Mozart au Blanc-Ménil, éditeur aussi, essayiste, cofondateur d'un formidable magazine culturel en ligne qui s'appelle Diacritique. Il publie donc Parlez-vous, le Parcoursup, c'est aux éditions du Seuil. Ça se lit, le texte est touffu, mais ça se lit rapidement. C'est une 60aine de pages, je pense. Exactement. C'est la collection Libelle. On se retrouve, qui porte vraiment bien son nom dans le cadre de votre texte. On se retrouve dans quelques minutes. On va essayer de sourire un petit peu. La récré, Emma. Emma, rebonjour. Rebonjour. Vous vous êtes intéressée à ChatGPT. C'est une intelligence artificielle dont on parle dans le monde entier. Ah oui. Moi, j'ai vu plein de trucs observés par le Québec, notamment. Oui. Des trucs il y a plusieurs semaines. Que... Et si les élèves l'ont largement testé, les profs s'y mettent eux aussi. On rappelle même le principe. ChatGPT, on lui pose des questions. Voilà, et il répond. Voilà. C'est magistral. Ouais. Tellement c'est intelligent. Donc les élèves le testent en disant faites-moi mon devoir, je sais pas, moi, tiens, sur le traité de l'Élysée. Voilà, d'ailleurs, je voulais vous parler de votre chronique de tout à l'heure. Mais non, moi, je ne l'ai pas utilisé parce que je voulais, figurez-vous, je voulais tricher, je ne voulais pas travailler, mais je suis condamnée à travailler puisque le site est en maintenance à chaque fois que j'essaye d'y accéder. Donc, les profs, les profs aussi ont testé. Il y a un prof qui a raconté son expérience sur les réseaux. Et en fait, ça faisait 2 semaines qu'il avait des copies à corriger. Il avait la flemme et s'est dit, tiens, je vais demander à GPT... Notez, Johan. Voilà, de m'aider. Il est super concentré. Parfois, les invités sont super concentrés pendant la récré. Donc, il lui écrit, donc je suis prof et ça fait 2 semaines que je n'ai pas corrigé les copies de mes élèves. Invente-moi une excuse à leur donner demain matin, s'il te plaît. Et donc, ChatGPT répond, je suis désolée pour le retard dans la correction de vos copies. J'ai été très occupée avec une tâche importante qui requérait toute mon attention. Bon. Pas dingue comme excuse, bof. Un peu basique. Voilà. Oui. Et c'est exactement ce que lui dit le prof. Je veux une meilleure excuse plus originale. Deuxième réponse. Oui. Je suis sincèrement désolée pour le délai de correction de vos copies. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, pour me ressourcer et explorer de nouvelles idées pédagogiques pour vous offrir une meilleure expérience d'apprentissage. Je vous assure que vos copies seront corrigées très prochainement. Mieux, mais le prof répond, on dirait le jargon du ministère, une excuse originale, j'ai dit. Et la dernière réponse est magique. Je suis désolée pour le retard dans la correction de vos copies. J'ai été enlevée par des extraterrestres pour une enquête sur l'intelligence humaine et je viens tout juste de rentrer. Je vous promets de me consacrer à la correction de vos copies dès maintenant. C'est pas un fake. C'est pas un fake. ChatGPT lui a vraiment ChatGPT a de l'humour, quoi. Voilà, ChatGPT a de l'humour, c'est fou. C'est formidable. Vous l'avez testé, vous, ChatGPT? Moi, j'ai testé parce que j'étais très curieux. J'avais lu, comme vous, dans la presse, des articles au Québec où ça fait débat. Ça arrivait par là depuis plusieurs mois. Voilà, exactement. Donc moi, j'ai testé et je dois avouer que c'est assez stupéfiant. Moi, le site a été très vite en maintenance, comme vous, mais j'ai pu avoir quelques pistes. Et moi, je trouve que ça peut être un très bon outil à faire en classe. Ça peut être un outil pédagogique, c'est-à-dire ça peut être pour les élèves l'occasion de voir quel discours stéréotypé on peut avoir sur Rimbaud, sur Baudelaire, etc. Et ça peut être des outils à la révision. Voilà, ça peut être un très bon outil à la révision, pas à la rédaction, mais ça peut être une aide substantielle au devoir. Voilà. Donc vous n'êtes pas anti-tech, vous n'êtes pas anti-algorithme, on s'en fout. Non, mais ça permet de le dire. Ah ouais, non, pas du tout. Alors, voilà. J'adore la technologie. Moi, j'ai grandi à la campagne et la technologie m'émerveille. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup ça. Non, et puis je pense que ChatGPT, il ne faut pas s'en faire un ennemi. De toute façon, ils vont s'en servir. Voilà, il faut s'en faire. C'est comme Internet en général. Voilà, exactement. Il faut en faire un outil collectif en classe d'aide à la révision. Et ça, c'est, je pense, un très très bon outil pour justement mettre en œuvre des connaissances et montrer quelles sont les limites de ChatGPT dans la restitution. Par contre, pour les chroniques, c'est toujours non, parce qu'on veut garder le pétillement de votre esprit, Emma. Grand oral, Johan Ferber.
Un coup d'État numérique, c'est en ces termes, et en quelques autres, pas beaucoup plus aimables, que Johan Ferber désigne Parcoursup dans un libelle qui vient de sortir au Seuil sous le titre « Parlez-vous le Parcoursup ». Il est l'invité du grand oral. Il y a une notion qui vous hérisse, qui est utilisée pour défendre Parcoursup, qui est la notion de mérite. Vous dites dans la mythologie néolibérale, le mérite rend libre, il affranchit de tout. Mais dans la mythologie républicaine aussi. Oui, mais dans une certaine mythologie républicaine. Alors racontez-nous ça, pourquoi le mérite, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, et voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à ça? En fait, le mérite, le problème que je reproche, c'est finalement sa naissance, c'est-à-dire finalement au moment de la Troisième République, de l'école de la Troisième République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, le mérite, c'est rentrer dans les codes d'une certaine posture intellectuelle bourgeoise, pour lesquels effectivement une classe dominante peut avoir ses codes pour entrer et fournir les travaux requis, tandis que le mérite devrait apparaître comme une notion en dehors de tout justement appariement intellectuel. Et c'est pas le cas. En fait, ici, notamment avec Parcoursup, c'est une notion qui sert à recouvrir une autre, qui est celle de sélection. C'est quoi le mérite? C'est du darwinisme social. C'est-à-dire, je suis d'une classe dominante, je possède les codes, je peux donc réussir à l'école. Voilà. C'est ce que je reproche. Et ça, c'est ce que montrent toutes les enquêtes sociologiques. Oui, Bourdieu, mais probablement de manière beaucoup plus convaincante aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a 60 ans, enfin 40. Et Parcoursup, on le voit. Dans les instruments que Parcoursup demande, et les documents qu'il demande aux élèves, il y a la lettre de motivation. Oui. Je m'étais noté une question quelque part, je ne sais plus où c'est tellement riche votre bouquin. Et ça, la lettre de motivation, vous dites aussi qu'elle piège. Oui, parce que en fait, la lettre de motivation, je n'y avais jamais réfléchi, parce que je considère ce livre aussi comme un petit, parce que je suis chercheur en littérature aussi, je le considère comme un petit essai de littérature appliquée, c'est-à-dire prendre des outils de la rhétorique et de la critique littéraire pour l'appliquer à un fonctionnement politique, de manière à bien comprendre ce qui se joue, c'est-à-dire pas seulement la technique, mais ce qui l'accompagne dans le macronisme, et ça c'est nouveau, c'est la fable et le récit. Et dedans, il y a la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, on en a tous fait, hein, tous autour de cette table, on sait exactement comment ça fonctionne, sauf que là... que c'est pas idiot non plus. Non, pas du tout. Vous êtes notamment pour certains types de formations, il faut quand même, c'est plus sympa de vérifier que l'élève a compris de quoi il s'agit, qu'il s'est un peu informé, et comme ça, les enseignants peuvent dire, venez chez nous et on va vous aider à réussir. Voilà, ça c'est le côté, parce que vous êtes sympa. Parce que vous êtes bienveillant et que vous avez effectivement, parce que vous avez effectivement bien compris qu'il ne s'agissait pas de piéger le candidat. Sauf que de manière plus générale, dans son fonctionnement même, parce que parfois il n'est pas lu. C'est ça surtout le problème. C'est ça le problème. Parce que quand on lit une lettre de motivation, qu'on en a besoin, il faut bien évaluer les candidats. Je veux dire, on ne va pas écrire une lettre de motivation mécanique. Le problème, et ça tout le monde va vous le dire, c'est que les lettres de motivation ne sont pas lues, mais qu'elles sont quand même réclamées. Et dans ce geste-là, qui est vidé de son sens en fait, ce qu'on demande, c'est finalement un fonctionnement néo-féodal. Et ce fonctionnement néo-féodal, c'est quoi? C'est un état de servitude, c'est-à-dire... Je suis capable de reproduire exactement le discours attendu, je veux des garanties là-dessus, de soumission quelque part. Soumission et puis des gages d'engagement. Vous avez une bonne alliée en la personne, je l'ai déjà cité, de Marie-Paul Couteau, qui dit là aussi, comme vous tout à l'heure, que donc non seulement c'est un exercice très normé, très codifié, la lettre de motivation, un jeu subtil de présentation de soi, et que pour en maîtriser les rouages, il faut bénéficier d'un accompagnement de ses proches et de ressources scolaires et sociales très particulières. Donc là, on en rajoute une couche sur la différenciation sociale. Oui, on en rajoute une couche sur la différenciation sociale. Il est évident que dans des milieux défavorisés, la lettre de motivation n'est pas l'attendue non plus pour être embauché. Donc effectivement, là on a tout un système qui se met en place par l'écrit d'une volonté finalement de faire un tri social. Une dernière question, et ensuite on va pousser la porte de la librairie de Célie. Pour vous, vous dites finalement la solution, au-delà de l'amélioration du système, ce serait quand même de créer autant de places que de néo-bacheliers qui veulent poursuivre dans le supérieur. Oui. Donc c'est l'investissement public, il faut que l'État fasse le boulot. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on aura toujours besoin d'un algorithme. C'est pas l'algorithme le grand méchant, mais on aura besoin d'un algorithme clair pour qu'à chaque désir réponde une place. Mais encore faut-il qu'il y ait des places et que les désirs ne restent pas inoccupés. Et pour que les profs de lycée comme vous, ou les parents de vos élèves qui disent aux enfants, travaille, apprends tes leçons, épanouis-toi, gagne en esprit critique, il va se passer des choses favorables par la suite, que ces choses arrivent bel et bien. Oui, parce qu'alors sinon... sinon la vie n'a plus de sens et ça rime à rien. Et c'est d'une violence terrible. Voilà, exactement. Johan, merci beaucoup. Elma, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va lire des livres à l'occasion du Nouvel An chinois dans la librairie de Célie. Et comme tous les vendredis, nous avons le plaisir de pousser les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On rappelle l'adresse de temps en temps parce qu'elle existe en vrai, la librairie. Mais oui, la librairie des enfants, 89 rue de Lévis, dans le 17e. Où vous officiez à Paris, vous officiez quand vous n'êtes pas sur School TV. Exactement. Inspiré par l'actualité et par le Nouvel An chinois, vous nous avez fait une petite sélection. Tout à fait. Alors, orientale. Exactement. Extrême orientale. Exactement. Folklore chinois et tradition. On commence avec une collection qui est très très connue parce que c'est déjà le tome 38. C'est écrit par
par Nadja, qui est quand même la maman de Chien Bleu, donc c'est pas mal. C'est juste énorme. Exactement. Et nous Qui avons... fait des infidélités à l'école des loisirs. Tout à fait. Bah là, c'est une série de romans, donc fin de CP, CE1. Nous allons suivre Shan, c'est bientôt le nouvel an. On va préparer. Donc, elle va mettre plein de papiers rouges sur sa maison. Pourquoi rouge? Parce que le rouge porte bonheur et protège en Chine. Pourquoi? Parce qu'à chaque défilé, tout ça, il y a beaucoup de rouge. Pourquoi parce qu'il y avait un dragon qui s'appelait Niao et qui, à chaque nouvel an, venait manger les villageois. Il n'a peur que de deux choses, du tonnerre et du feu. Donc, ils avaient recouvert leur maison de rouge. Il faisait beaucoup de bruit. Comme ça, le dragon... Il s'éloigne, il s'en va. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, je ne spoile pas parce que c'est une histoire qui est toute mignonne avec un petit dragon en plus du grand dragon qui fait peur. Nouvel An chinois, on fête l'année, c'est des années... Le lapin. Le lapin. Le lapin, oui. Oui. On m'a pas Adorable. dit de chanter la chanson du petit lapin. Pas du tout. On va se retenir aujourd'hui. Ok, super. Deuxième ouvrage, Le Bonheur prisonnier. Exactement. C'est signé David Sala et Jean-François Chabas et c'est chez Casterman. Exactement. Alors ça, c'est un de leurs classiques qui avait été édité pour la première fois en 2011, réédité en octobre 2022. Grand coup de cœur. L'histoire de Liao, un petit garçon. Dans sa cuisine, il y a un grillon enfermé dans une cage. Pourquoi? Parce que c'est le porte-bonheur de toute la famille. Et un jour, Liao c'est triste libère. pour le grillon, quoi. Exactement. Donc, Liao va libérer le grillon. Ouais, moi, j'aurais fait pareil. Moi aussi. Pas de balader. Mais oui, mais non. J'en doute pas. Mais non, c'est la catastrophe pour la famille de Liao. Et non, la famille de Liao a plein de problèmes. Liao a les oreillons, sa petite sœur se casse une dent. Et Liao est très triste. Il se dit, j'aurais pas dû libérer le grillon. Mais en même temps, il était triste. Et évidemment, happy end garanti à la fin. Je dirais rien d'autre. C'est beau et c'est bien. Oui. Dernière sélection, ce n'est pas un livre, c'est un coup de cœur pour un auteur absolument extraordinaire, Chen Jianhong. Exactement. Alors là, je vous ai apporté une toute petite sélection. Il est principalement... c'est juste énorme. Oui. Il est principalement édité à l'école des loisirs, mais il a fait beaucoup de choses, Chen. Il est étudié à l'école, notamment Liane, la petite fille, née dans une fleur de lotus. Née en 1963 au nord de la Chine, il a fait l'école des beaux-arts de Pékin. C'est un artiste qui est incroyable. Honnêtement, il fait beaucoup d'albums pour la jeunesse. Il aurait même plus besoin. Il est mondialement connu, mais il aime son public jeunesse. Avec des techniques très différentes, c'est ça qui est extraordinaire. Il allie justement la technique traditionnelle avec justement un album narratif très clair. Et côté récit, beaucoup de contes traditionnels, mais pas seulement. Exactement, on a aussi plein de choses qui vont raconter, notamment dans Mao et moi, il raconte sa propre enfance pendant la révolution communiste. Et c'est une star mondiale en fait. Ah, exactement. Ah oui. L'album Le Prince Tigre, qui est entre nous, mais vraiment qu'entre nous, mon préféré, parce que c'est dur d'en choisir un. C'est vraiment une histoire d'un petit garçon qui va être élevé par une tigresse. Elle a perdu ses bébés. Et pour l'apaiser, l'empereur va lui confier son jeune fils. Et c'est bouleversant. Et il voyage dans le monde entier à la rencontre des lecteurs. Exactement. Tout le temps. Alors nous, on l'a déjà reçu à la librairie des enfants, mais j'étais pas là. Il faut qu'il revienne. Exactement, c'est ça, c'est un petit appel. Alors on pousse la porte de la librairie des enfants ou de toutes les autres librairies, parce qu'on n'est pas forcément à Paris d'abord, et puis même à Paris, il y en a d'autres des formidables. Célie, merci. Et donc le nouvel an de Chan, Nadja et Julie Kamel, tome 38 des Mini-Mickey de Playback, Le Bonheur prisonnier, David Sala, Jean-François Chabas chez Casterman. Et si vous voyez Chen ou Chen Jianhong sur une couverture d'album, vous y allez, c'est formidable. Merci beaucoup Célie. Johan, merci beaucoup. Merci à vous. On lit dans un autre style, Le Dragon Parcoursup. Parlez-vous le Parcoursup. Il fait pas peur, celui-là. Collection Libelle au seuil, il faut y du rouge partout. Et je précise quand même, si vous êtes concerné, que les inscriptions sur Parcoursup, c'est du 18 janvier au 9 mars inclus, et qu'après le 9 mars, on ne pourra plus rajouter de vœux. En revanche, on pourra encore compléter sa candidature et confirmer ses vœux, et ce jusqu'au 6 avril. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage à Colline Hamel, Marine Plantec à la préparation de l'émission. Elle est assistée aujourd'hui en régie par Aude Chiny. Au son, c'était Louise Merlin, Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.